Je m'appelle Bendy Keusermann. Je suis né en Suisse allemande, à Langenthal, d'un père suisse allemand et d'une mère norvégienne. J'ai fait ma scolarité à Langenthal, à l'école Steiner, et je suis arrivé à Genève à 15 ans, où j'ai fait une 10e année d'école Steiner pour apprendre le français parce que je n'en parlais pas un piètre mot. Et après, j'ai fait mes 4 ans d'école pour fleuriste de Lullier, que j'ai fini avec succès. Donc effectivement, j'ai fait cette école pour éventuellement reprendre le magasin de fleurs à mon père. Donc c'est bien ma famille qui m'a dit que je devais faire cette école. À un moment donné, j'ai bien senti que c'était pas vraiment pour moi. Je suis rentré, j'ai dit à mon papa, écoute, moi, je crois pas que c'est ma voie. Et puis, ce que tu as commencé, tu le finis. Mon père était toujours un exemple pour moi. J'ai toujours porté mon père très haut. J'ai eu beaucoup de respect pour mon père. Je trouve que c'était quelqu'un de extrêmement généreux, de extrêmement bienveillant. Alors oui, il était sévère. J'en ai perdu des cheveux quand il me les tirait de toute force. J'étais un beau troublion aussi, donc c'était certainement mérité de temps en temps. Mais non, dans l'ensemble, je trouve que j'avais un père qui était magnifique. Ouais. Un élément très important, c'est la confiance. Mon père m'a toujours fait confiance. Et quelqu'un qui te fait confiance, tu peux pas lui briser la confiance. Donc du coup, on a eu des rapports toujours très bons et très sains. Ouais. J'étais un ado comme tous les ados, hein. J'étais un enfant comme tous les ados, j'étais rouquin. Je bégayais. Donc évidemment, oui, des disputes et des rapports de force, il y en a eu beaucoup, oui. Mais je pense comme dans toutes les familles, n'est-ce pas? Je l'avais rencontré à travers ma grand-mère. Il a ramené ma mère en Suisse. Ma mère a toujours été malheureuse. Elle était très mal accueillie par la famille de mon père. Dans ma famille paternelle, il y avait une aversion pour les lettrés. La seule chose qui était valable, c'était le travail manuel. C'était bien vu de se tuer au travail. Donc une lettrée qui allait à l'école, qui ne travaillait pas, qui ne ramenait pas d'argent, voilà, elle n'a pas eu un accueil facile. J'ai toujours vu ma mère comme quelqu'un de faible. En tout cas pendant toute mon enfance, ma mère était le maillon faible. C'est ma mère qui partait en hurlant de la maison. C'est ma mère qui faisait des crises. C'est ma mère qu'on ne voyait pas pendant toute une journée. C'est ma mère qui était tout le temps en surménage. C'est ma mère qui était effondrée devant et en pleurs devant des tas de lessive. Voilà, c'est quand on choisit d'accueillir des enfants, il faut assumer. Hein. Et elle avait de la peine à assumer en fait. Elle était complètement débordée par la situation. Et oui, j'ai toujours vu mon père comme quelqu'un de très fort et ma mère comme quelqu'un de très faible. Je suis né dans une famille où il y avait déjà 5 enfants. Donc mes parents, ils avaient racheté une vieille ferme qui était destinée à un exercice de pompier. Mon père, il a fait rénover à peu de frais pour y loger la famille qu'il voulait créer avec ma mère. Et
faisait partie de cette famille, 4 enfants que ma mère a sortis des orphelinats pour les accueillir à la maison chez nous, où moi j'étais pas encore là. Ma sœur, elle était déjà à peu près née quand ces enfants sont arrivés. Par contre, moi je suis vraiment né dans cette famille et j'avais 5 frères et sœurs. Une sœur de sang, comme on peut appeler ça, donc issue de l'union de ma mère et de mon père, et 4 enfants, comme aujourd'hui on appellerait ça une famille d'accueil. C'était pas forcément facile tous les jours, et avec ces 6 enfants, évidemment que ma mère, malgré des aides de maison, elle était complètement surmenée. Donc c'était des enfants suisses qui ont eu des graves soucis en étant petits dans l'éducation avec leurs parents, qui avaient 2 frères et une sœur de la même famille et une autre sœur d'une autre famille. Et ben ceux-là, ils ont eu une enfance très difficile, très compliquée, avec beaucoup de mensonges, beaucoup d'injustices. Ils ont vraiment eu... C'est pas pour rien qu'ils ont fini dans un orphelinat, n'est-ce pas? Et en fait, très jeunes, leur vie était pourrie. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression de dire, quand on pourrit la vie d'un enfant se fait très jeune. Le caractère d'un enfant se forge très jeune. Et ces enfants sont arrivés chez nous et il y avait déjà beaucoup de mal qui était fait. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, s'est rendu aujourd'hui sur les positions des forces spéciales ukrainiennes, près de la ligne de front, dans la région de Bakhmout, à l'est de l'Ukraine, là où se déroule l'actuelle contre-offensive ukrainienne. En Suisse, le cortège de la Pride à Berne... Ce moment-là qui arrive, mais c'est pas un moment qui arrive d'un coup. C'est petit à petit. Le dimanche matin, on se glisse sous la couette avec les grands frères. Ils ont de la musique dans leur chambre. Ils ont la dernière stéréo avec des CD. Et puis, finalement, tout se passe quand même d'une manière relativement fraternelle. Ça m'a pas traumatisé à l'époque même. Je savais que je vivais quelque chose qui était pas normal, mais ça m'a pas traumatisé. À un moment donné dans ma vie, j'ai commencé à bégayer très fort. Il n'y a jamais personne qui m'a dit quand c'est venu. Il n'y a jamais personne qui a réussi à me dire pourquoi c'est venu. Mais à un moment donné, c'est venu. Et ce serait pas impossible que ça soit lié avec l'histoire de mes 2 frangins. Enfin, cette histoire-là m'a mis énormément de bâtons dans les roues, dans toute ma jeunesse, parce que quelqu'un qui est bègue, c'est quelqu'un qui regarde d'un œil différent, on le prend moins au sérieux, on le met un peu de côté de ceux qui ont un petit problème, enfin voilà. Et évidemment encore plus avec les filles. Et donc du coup, j'ai eu très peu de succès avec les filles parce que j'étais vraiment bègue. C'est rajouté à ça cette sexualité que j'ai découvert avec mes frères et que j'ai aimé, et que du coup je savais plus vraiment sur quel pied danser. Et j'ai mis longtemps à voir clair là-dedans. Ils ont fait tellement de conneries.
ils ne savaient plus comment s'en sortir. Ils ont cambriolé plusieurs fois le magasin de leur propre beau-père qui les a accueillis. Il y a un de mes frères qui a fait de la prison. Ils étaient dans l'histoire de trafic de drogue. C'était des jeunes hommes très 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 difficiles et ils se sont chacun suicidés quand ils avaient 20 ans. Mais c'était quand même comme mes vrais frères. J'habitais sous le même toit, on a grandi ensemble et je les aimais mes frères. Bien sûr que je les aimais mes frères. Et quand ils sont morts, c'était un monde qui s'effondrait. Sa liberté et à quel point c'est de la fuite. Hein. J'ai essayé de fuir donc, géographiquement, physiquement. Et ça marche pas. Ça marche pas. Les problèmes qu'on a, ils vont pas rester là où on est parti. Non, je crois qu'il n'y a plus de colère. Il y a plusieurs choses que je pourrais reprocher à mes parents, mais ça ne veut pas non plus dire que je vais leur en vouloir à vie. Mais oui, les mères sont là pour protéger leurs enfants. Ils ne nous ont pas protégés. Donc il y a eu ces abus, qui ont profondément changé la vie. Moi j'ai essayé avec une famille que du coup moi aussi j'ai entre guillemets adopté des enfants qui n'étaient pas les miens et j'ai essayé de faire mon mieux. C'est un peu une espèce de répétition aussi. Hein. C'est peut-être de faire mieux que ce que mes parents ont fait. J'en sais rien, s'il n'y a pas un truc comme ça là derrière. Je pense que si mes parents auraient été plus vigilants, ma vie elle aurait peut-être été un peu plus normale. J'aurais peut-être eu une famille avec des enfants, qu'un chien, avec qu'un travail bien stable, et puis une vie bien rangée, et puis peut-être un peu moins torturée que ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant et ce que je vis, mais peut-être aussi un peu moins intéressant. Je pense que c'est peut-être plus de la curiosité que du regret. On aurait peut-être aimé savoir comment ça aurait été si on aurait eu une vie un peu plus lisse, un peu plus parfaite, un peu plus rangée, un peu plus facile, un peu plus suisse, entre guillemets. Hein, comme on dit ça. Mais non, finalement plus de curiosité que de regret, malgré que des fois je me dis, oui, je trime dur maintenant pour un salaire qui n'est pas mirabolant non plus. J'aurais pu m'y attendre à un petit peu mieux. Mais voilà, ainsi va la vie. C'est un seul paradis, hein. C'est pas deux paradis. À un moment donné, sans l'alcool, j'aurais pas réussi à vivre. Je pense que j'aurais pas réussi à soutenir tous ces trucs qui me tiraillaient, qui me tracassaient, où je me trouvais différent, je me trouvais pas normal. Je me sentais très incompris. Je cachais ma sexualité profonde. J'ai essayé de montrer au public une sexualité
à peu près normale, standard, mais qui n'était pas la mienne. Je pense aussi que c'est lié à ces choses que j'ai vécues et que j'ai pas réussi à digérer pendant des années, et puis autant que les paradis artificiels, autant que une sexualité très intense ou un sexe très intense, débridé, on peut dire, peut amener à des moments où tous ces tracas, ils passent en arrière-plan. Et on n'y pense plus, on n'est plus que là sur le moment donné, et dans cette intensité d'un plaisir absolu. Tous ces moyens que j'ai utilisés pour m'échapper un peu de ces choses qui m'oppressaient au quotidien dans mon cerveau. En même temps, c'est aussi de vouloir recommencer quelque chose et faire quelque chose de bien. D'où paysan boulanger, évidemment en bio, faire un truc de bien pour la nature. J'ai toujours été très proche de la nature, j'ai toujours été quelqu'un qui vivait beaucoup au dehors. Et c'est ces deux choses qui m'ont poussé en fait d'acheter une ferme en France. C'est une expérience merveilleuse, pas facile, hein, et pas facile tous les jours. Et non, mais là avec du recul, non, c'est une expérience qui valait la peine d'être faite. Point de vue professionnel, on a cultivé du beau blé, on a fait du beau pain. On a vendu du pain de qualité. Et donc, à un moment donné, je m'entends vraiment plus avec la femme dont je suis encore marié aujourd'hui, mais on est séparés de fait, on ne vit plus ensemble. Suite à ça, c'est aussi que, malgré que je travaillais beaucoup, qu'il n'y a pas tant d'argent que ça qui sont rentrés avec les entrées de la ferme. Et puis, je travaille aussi tout seul sur cette ferme, et je ne suis pas quelqu'un qui est fait pour travailler tout seul. Donc petit à petit tout ça, j'étais pas rentable, je suis toujours en train de travailler seul, ça ne me convenait pas, je perdais de l'argent chaque année. À un moment donné j'ai dû dire stop, ça ne fonctionne pas, tu continues comme ça tu vas finir en faillite. Donc j'ai repris à 100% le travail d'élagueur que je faisais déjà tous les hivers avant. Io solti tu! La première rencontre avec le camion rouge, c'était un camion gris. C'était un Iveco gris du même gabarit que le camion rouge que j'ai vu sur le Bon Coin. Et j'ai dit ça c'est un véhicule qui me plaît beaucoup. C'est à ce moment-là où ces Iveco 4x4 haut sur pattes, courts, sont rentrés dans ma vie. Quelques semaines après, j'en ai vu un sur Genève, un joli plaque genevoise ex-pompier. Et quelques jours plus tard, je vois une annonce dans le Bon Coin.
camion Iveco, 4x4, 3 tonnes et demie, 100 chevaux, à vendre dans le Gard. J'ai dit ça, c'est pour moi. C'est un camion de pompier, c'est un camion qui a fait partie du GRIMP. Donc le GRIMP, ça veut dire Groupement Intervention Milieu Périlleux. Donc GRIMP, voilà. Et donc c'est un camion qui aide à sauver des vies pour des gens qui ont dû se blesser dans des gorges ou des endroits un peu escarpés ou montagneux. C'est un camion qui passe partout, c'est un vrai 4x4, c'est un vrai franchisseur. Et oui, c'est un grand plaisir d'être en possession d'un objet comme ça. J'ai souhaité la mort pendant des années. Pendant des années, je me suis couché en espérant ne pas me réveiller le lendemain. Et donc, j'avais pas peur de la mort. Mais maintenant que j'ai choisi de vivre, que j'ai choisi de prendre soin de moi et de mon corps, la mort, elle me fait peut-être plus peur. En tout cas, j'ai pas envie de mourir pour l'instant. Si ça peut encore durer quelques années, je vais être bien heureux. Mais la mort en soi, elle me fait pas peur. Le moment est venu de quitter Bendik. Le camion rouge pointe déjà son nez en direction d'un lieu qui nous restera inconnu. Il l'a dit. Il emporte avec lui ses déchirures, ses douleurs, ses addictions. Il n'est cependant pas un ermite. Il aime maintenant la vie et ses semblables. Tout au long de ses prochains vagabondages, il va croiser moult personnages, échanger beaucoup. L'homme va s'enfermer également dans son monde habité de ses démons. Un monde jonché d'obstacles, de souvenirs d'enfance brûlants, où la peur prend souvent le dessus. Le temps de faire la paix avec lui-même n'est peut-être pas encore arrivé, mais c'est à bout touchant. Puis le pardon est si difficile à faire. Mais je reste confiant. Bon vent, Bendik Össerman.